On va commencer avec ce reportage exceptionnel qui a été tourné par nos envoyés spéciaux sur place, Gwendoline de Bono et Vincent Wartner, et qui montre bien la réalité de la guerre, les horreurs d'un tel conflit. Ils ont pu suivre et assister à un échange de corps de soldats ukrainiens et russes qui sont morts au combat. C'est le seul canal de discussion qui existe entre les deux pays, un processus qui d'habitude d'ailleurs n'est pas accessible aux journalistes. Échange qui a eu lieu sous la supervision du renseignement ukrainien à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Regardez donc ce document exceptionnel et on en parle avec nos invités juste après. Ce convoi qui se dirige vers la frontière russe est l'aboutissement des seuls pourparlers qui existent entre Russes et Ukrainiens. Les deux parties se parlent pour échanger leurs prisonniers, mais aussi comme aujourd'hui les dépouilles de leurs soldats. Dans ce convoi, vous pouvez voir 3 camions réfrigérés. Ça dit que le nombre de corps que l'on va ramener peut être supérieur à 100 ou 200, ce qui est une bonne nouvelle. Mais jusqu'au moment de leur arrivée, on ne sait pas avec certitude le nombre de corps qu'on aura, parce qu'à tout moment, la Russie peut arriver et changer quelque chose, et le nombre aussi peut changer. Le processus demande des semaines de négociations. Au poste frontière, un cessez-le-feu a été négocié par les parties et tout est minutieusement détaillé. On ne peut pas dépasser ce bloc. C'est là où commence la zone grise. Et les arbres que vous voyez là, c'est déjà la Fédération de Russie. Des membres du CICR répertorient les dépouilles de soldats russes. On va en Russie. Côté ukrainien, 2 agents du renseignement traversent la zone grise, sans armes, et vont à la rencontre de leurs homologues russes. Les négociateurs ukrainiens sont désormais côté russe. Ils y restent en général 1 heure. C'est le 2e rapatriement de corps de soldats ukrainiens qui a lieu en 10 jours. Mais rien n'est jamais garanti, nous disent les membres des services de renseignement présents ici, jusqu'à ce que les camions qui transportent les dépouilles apparaissent côté ukrainien. Après 1 heure passée chez l'ennemi, les camions reviennent. 254 corps de soldats ukrainiens sont rapatriés contre 32 corps de soldats russes. La raison de cet écart reste secrète. Les officiers du renseignement ukrainien reviennent sur leur territoire. C'est vraiment dur. Mais nous défendons les intérêts de l'État. Ce sont nos ennemis. Mais notre mission, c'est de ramener aussi les soldats vivants à la maison, tout comme ceux qui sont tombés. Et ils ont le droit de reposer dignement. Bon, là on a 30 minutes pour partir, après c'est dangereux. Des tests ADN seront pratiqués sur les dépouilles avant que les familles ne soient prévenues. La région, elle, connaît déjà la nature de la procession funèbre. Les genoux à terre et les visages disent le traumatisme de l'Ukraine tout entière. Voilà pour ce sujet exceptionnel tourné par nos envoyés spéciaux Gwendoline de Bono et Vincent Wartner. C'est la seule concession qui est faite finalement entre les deux pays, pouvoir récupérer des corps, les rendre aux familles, pouvoir les enterrer dignement. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ça? Oui, bien sûr, parce que je reviens de Kiev où j'ai assisté à une cérémonie de deuil quand il y avait une des militaires, une femme, qui se sont engagées bénévolement d'aller à la ligne de front en 2022. Elle était styliste en tournage. D'accord. Et elle a perdu sa vie noblement. Et aujourd'hui, il y a une tradition qui a été lancée sur la place de Maïdan où on accueille nos héros, malheureusement déjà morts. Mais je dois vous dire que au début de 2022, c'était très compliqué de récupérer les corps. Un exemple, il y a Tchernovetsky, c'était un poète, un fils d'un dramaturge qui était mort à la ligne de front. Et récupérer son corps, c'était un désastre total. Et ça restait sur le champ occupé par de combat occupé par les Russes. Et il y avait négociation. Et puis, c'est pas finalement, ça a été fait, mais c'est très compliqué de récupérer les corps sur la ligne de l'ennemi. En plus qu'au début de l'invasion, les soldats russes, après le combat acharné à côté de Kharkiv et dans le Kharkiv, ils ont adressé une parole aux soldats ukrainiens en disant qu'on va échanger un corps ukrainien contre 3 corps russes. Et finalement, oui, c'est pas équitable. Enfin, c'est pas un corps contre un corps. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe, en plus, là encore, aujourd'hui. Ça, c'est les histoires que je connais concrètement. Ouais. Je pense qu'en GN, ils travaillent plus dans les règles de droit, mais après, encore
une fois, même dans cette affaire-là, dans cet échange qui a été dit, un corps ukrainien contre 3 corps russes, ça n'a pas été fait. Et ils ont récupéré les corps russes, mais pas donné les corps ukrainiens. Encore une fois, c'est très, très, très délicat et très douloureux. Bien sûr. Pierre Ménat, il y a une difficulté dans ces négociations là aussi, parce que là, il montre quand même, il y a un écart aussi quand même de chiffres dans les corps qui ont été récupérés. Mais c'est le seul canal de discussion en fait qu'il y a entre les deux pays. Pas tout à fait. Donc il y a des discussions aussi sur les prisonniers, ça a été dit. Donc il y a eu plusieurs accords déjà sur les échanges de prisonniers. Et en effet, ça n'est pas forcément égalitaire en termes de nombre. Et puis il y a eu aussi des pourparlers tout au début, des pourparlers sur la fin du conflit, donc qui n'ont pas abouti. Donc en réalité, si vous voulez, il y a des contacts soit directs, soit indirects. Rappelez-vous, il y a des canaux de discussion. Il y a des canaux de discussion, et rappelez-vous, il y a eu cette libération, notamment. Enfin, souvent, ces contacts sont sous l'égide de pays tiers, notamment, et ça a été le cas pour la Turquie, qui avait obtenu la libération des prisonniers qui avaient été capturés à Azovstal, à Mariupol. Donc, et après, il y a eu toute une polémique. Mais voilà, pour les corps, en effet, c'est douloureux, c'est un épisode très délicat à gérer. Et traumatisant. On pense autant pour ces soldats dans les guerres, mais ukrainiens qui font les échanges, c'est quand même quelque chose de très difficile à vivre, qui marquera à vie. Mais c'est un classique. Ça fait partie de la guerre. En fait, malheureusement, ça fait partie de la guerre, et c'est le premier niveau. Si vous voulez, le premier niveau, c'est l'échange de cadavres. Ensuite, c'est l'échange de prisonniers, et puis après, il peut y avoir des trêves ou des il faut qu'ils nous rendent aussi les enfants, que les Russes ont départé de... Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose, puisque ça, c'est l'objet, il faut le rappeler toujours, c'est l'objet du mandat de la CPI, la Cour pénale internationale, c'est la déportation des enfants. Marc Semo, vous vouliez rajouter quelque chose sur l'échange de corps, c'est vraiment le plus basique, c'est vraiment le tout premier degré. Le reste, quand on arrive justement à des médiations par des États tiers, c'est beaucoup plus compliqué. Il y avait effectivement l'exemple de la Turquie, mais après que les Turcs aient fait sortir les prisonniers d'Azov, qui étaient arrivés en Turquie, mais malgré les engagements d'Ankara, ensuite ils sont repartis en Ukraine. C'est quelque chose qui, depuis, a été supprimé. Et aujourd'hui, on ne voit plus très bien quel État est en position de médiateur, parce que la Turquie est de fait plus ou moins hors jeu sur ce plan. Donc, on ne voit pas très bien quel est l'État qui pourrait jouer de médiation pour des contacts indirects. Bien sûr. En tout cas, là, ce que nous dit Gwendoline de Bono, qui est la reporter qui est sur place, c'est que ça se fait sous la supervision, notamment des renseignements ukrainiens. C'est eux qui vont travailler donc pour ces négociations, Général Chauvency. Les services de renseignement, c'est eux qui sont les plus amènes, finalement, de faire ce genre de travail. Mais n'oublions pas le CICR. CICR, c'est une des missions en temps de guerre, avec toute discrétion, d'assurer d'abord le suivi des prisonniers, d'assurer le retour des corps. Voilà, donc ça, c'est important. Donc, mais je crois aussi qu'il y a une chose qui était importante qui a été dite, c'est enterrer avec dignité les combattants. Oui, les rendre à leur famille. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'on fasse un échange de 3 corps pour 1. J'avoue, je pense qu'il y a aussi une volonté d'humilier les Ukrainiens sur cette question-là. Mais là encore, l'échange n'est pas d'ailleurs équitable. Il y a un écart entre les deux. Il n'est pas équitable. Donc on a du mal à comprendre quel est l'enjeu derrière, à part le fait d'humilier. En temps de guerre, il faut respecter les combattants dès lors qu'ils ont respecté les droits de la guerre. Je parlais des combattants d'uniforme. Et puis l'échange des corps est naturel, normalement, avec des gens civilisés. Et là, je trouve quand même que du côté russe, on n'est pas très civilisé de faire un enjeu pratiquement politique, sinon insultant, envers le soldat ukrainien. Et ça, moi, j'ai du mal à comprendre ce comportement. Voilà. On parlait tout à l'heure de ces gueules cassées, de ces traumatisés, évidemment, ces gens qui ont été blessés, qui toute leur vie, évidemment, auront des difficultés, que ce soit pour marcher, enfin voilà, les conséquences de tout ça, de la guerre. Il y a aussi ce traumatisme-là qu'on oublie parfois pour ces soldats qui font ce genre de travail, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qui œuvrent à aller récupérer les corps des soldats. Ça, ce sont des traumatismes à vie. À vie, oui. Bien sûr. Qu'il faudra suivre. Ça aussi, c'est de l'après-guerre un petit peu. Il y a des psychiatres qui s'occupent de ce qu'ils appellent le syndrome post-traumatique. C'est un grand classique dans les guerres. Il y a des pays plus ou moins avancés là-dessus, notamment les Israéliens sont très en pointe sur justement les soins sur ces syndromes post-traumatiques, et l'Ukraine s'y met aussi maintenant. Aussi, juste, ça m'a rappelé quand j'étais à la ligne de front, quand je réalisais ce film sur les femmes soldates, c'était une femme qui a dit qu'elle a dû annoncer aux familles qui ont perdu leur mari, leur fils. Et ça, c'était aussi une des aspects, parce que je ne pense pas que ces hommes-là, ils le font. Ils font le transfert, ils font de la communication, qui est aussi très, très dangereux, parce qu'il a dit il ne faut pas partir vite. Oui, d'ailleurs, vous vous souvenez. Mais l'autre chose, c'est que, annoncer aussi et être en contact avec la famille.
c'est ultra violent. Ça aussi, ça nécessitera forcément, et ça nécessite déjà un suivi. Bien sûr, psychologique. Et d'ailleurs, je dois dire qu'à l'époque, ça n'était pas, en 2014, 17, 19, ça n'était pas trop bien déployé. Aujourd'hui, la situation a été changée, mais vous savez, notre héritage en Ukraine, de post-Union soviétique, que tu te plaindras jamais, tu ne t'adresses pas aux psychologues, c'est ton problème, donc tais-toi et règle-le, parce que sinon, c'est ça considéré, si tu appelles au psychologue, comme si tu étais faible. Donc ici, aujourd'hui, il y a aussi un double travail à faire contre cet héritage qui a été incarné de la tête. Tiens, très rapidement. Je crois que c'est très important parce qu'on oublie parfois que ce conflit a commencé en 2014. Donc en fait, à partir de 2022, il est entré dans une nouvelle phase. Mais entre 2014 et 2022, il y a eu 14 000 morts. Hein, donc ce type de problème s'est posé, a été réglé comme on le pouvait, c'est-à-dire douloureusement.